Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver dans le cadre de notre sixième édition du Choix Goncourt de la Grèce. Et pour cette deuxième rencontre, nous avons la joie et le privilège d'accueillir Gaël Faye, que je tiens à remercier d'avoir accepté notre invitation pour parler de son roman Jacaranda. Car je sais que, malgré un programme très chargé et l'annulation de notre premier rendez-vous, vous avez fait l'effort de nous accorder un peu de votre temps précieux. D'ailleurs, je ne peux m'empêcher de parler, entre autres, de votre carte blanche au musée du Louvre demain, qui fait rêver. Cher Gaël, vous êtes un artiste complet, rappeur, chanteur, auteur, compositeur, interprète et écrivain. Vous aimez jouer avec la langue, ces sonorités qui résonnent dans vos textes, que ce soit ceux d'une chanson ou d'un roman. Et pour moi, le mot jacaranda sonne comme la formule magique abracadabra qui proviendrait d'une ancienne langue araméenne parlée en Mésopotamie, où l'expression Evra Kedebra signifierait je créerai d'après mes paroles. Et je trouve que c'est une expression qui vous va à ravir et que je trouve très belle. Vous avez dit de plus, entre autres, les livres, c'est mon pays à moi, l'endroit où je me sens libre. Et cet attachement, ce lien dépourvu de frontières, a été reconnu par vos lecteurs. Vous avez été récompensé par le prix Renaudot. Vous êtes le lauréat du choix Goncourt de l'Allemagne, de l'Inde, des Pays-Bas. Et vous avez reçu le Cul d'or du roman, trophée attribué aux personnalités qui ont marqué l'année écoulée. Lors de cette cérémonie, vous en avez profité pour rendre hommage aux libraires que vous avez qualifiés de passeurs précieux. Alors, Gaël, quel regard portez-vous sur ce petit garçon qui n'avait pas facilement accès aux livres, à part ceux que vous receviez de France en cadeau de votre tante dans la collation Zanzibar? Et j'en ai trouvé deux exemplaires dans notre médiathèque. Les voici. Merci beaucoup pour cette introduction. Euh, Merci à tous et à toutes d'être présents. Quel regard je porte? Un regard euh, de plein de, disons que oui, plein de surprises sur la vie. C'est-à-dire la vie est pleine de surprises, pleine de potentialités, pleine de possibilités. Je n'aurais pas pensé une seule seconde en étant enfant à Bujumbura. D'un jour pouvoir vivre de mon écriture ou, ou simplement être passionné par la lecture et l'écriture. Euh, Mes rêves d'enfant se trouvaient ailleurs. Déjà, je pensais pas quitter un jour le Burundi et puis je me destinais plutôt à des métiers manuels. Donc, comme quoi, c'est pour ça que je parle de la rencontre avec les livres. Oui. Mon premier roman, Petit Pays. Je fais dire à Madame Economopoulos qu'un livre peut changer, qu'une rencontre avec un livre peut tout changer. Donc c'est ça, c'est la rencontre avec les livres et surtout avec l'écriture. Merci. Et en attendant donc la délibération du choix Goncourt de la Grèce qui aura lieu au mois de juillet, je tiens à remercier aussi notre grande famille du choix Goncourt de la Grèce, composée des jurys étudiants accompagnés de leurs professeurs, ainsi que mes collègues Éléonore Sirabian, qui est chargée de la coopération universitaire, scientifique et d'innovation à l'IFT, et qui guettera les questions du public afin de les transmettre à la fin à notre invité, et de l'Institut français de Grèce, Catherine Aspiropoulou, qui est adjointe à l'attaché du service de coopération universitaire et scientifique et qui co-animera cette rencontre. De plus, je tiens à vous transmettre les excuses du consul général directeur de l'Institut français de Thessalonique, M. Jean-Luc Lavaux, qui n'a pas pu se joindre à nous, mais sera représenté par le directeur, pardon, par le directeur adjoint de l'Institut français de Thessalonique, Alain Hardy, à qui je laisse la parole. Merci Fanny. Voilà, tout d'abord, moi je m'associe bien volontiers aux remerciements de ma collègue Fanny Fenrol, à vous, bien entendu, Gaël Faye, pour votre présence parmi nous ce matin, mais également à Éléonore, Katerina et bien sûr à tous les jurys étudiants et à leurs professeurs. Pour être tout à fait honnête, et à ma grande honte, je dois avouer que je ne connaissais pas grand-chose sur vous, Gaël Faye, jusqu'à relativement récemment. Et je me suis donc plongé dans toutes les interviews que j'ai pu trouver
Alors, au départ, avec curiosité, puis très vite, je dois l'avouer, avec délectation. J'y ai découvert un être sensible, humble, sincère, euh, s'exprimant avec une grande clarté et avec toujours un souci constant de la nuance et du mot juste. Vos propos, j'en cite quelques-uns sur les couples mixtes, sur l'enfance, sur l'exil, sur la mémoire, sur l'identité, et j'en passe, m'ont profondément touché. Je suis donc impatient de vous entendre à nouveau, répondre aux très belles questions hein, que j'ai découvertes, très belles questions concoctées par les étudiants francophones de Grèce. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Et donc, maintenant, je passe la parole à Katerina. Merci Fanny, merci Alain, merci Eleonore, merci à toute l'équipe de Thessalonique pour cette organisation et bonjour depuis Athènes, depuis l'Institut français de Grèce. Je remplace aujourd'hui ma collègue Paulina Mouratidou, chargée de l'audiovisuel et aussi je remplace l'attaché de coopération scientifique et universitaire et directeur délégué de l'Institut français de Grèce. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de rejoindre cette équipe que je connais depuis sa naissance et de plus, cette joie est doublement très partagée par aussi par Fanny, car je voudrais bien échanger avec vous, Gaël Faye, que je vous remercie pour sa présence aujourd'hui parmi nous. J'espère que votre livre Jacaranda sera bientôt traduit en grec, comme l'a déjà été votre premier roman qu'on a lu avec beaucoup d'intérêt. Personnellement, je suis de formation purement littéraire, donc je connais un peu la littérature écrite sur le Rwanda après 1998 avec Mongo Betty, Véronique Tadjo et tout ces devoirs de mémoire qui a été produit. Mais là, vos romans dépassent largement la littérature de témoignage et nous offrent vraiment une narration puissante, un style poétique qui déborde largement la littérature de témoignage et on vous remercie vraiment pour votre style et pour votre écriture. Mais avant de vous écouter, Fanny m'a donné un déroulé que je dois respecter. Et donc, je m'aimerais rappeler, comme au début de chaque rencontre, le nom des professeurs qui pilotent les groupes composés d'étudiants francophones venant de 11 universités réparties dans toute la Grèce. Et donc, je cite, en commençant par l'Université ouverte Grèce. Et là, nous avons 4 professeurs associés. Et permettez-moi de les citer par ordre alphabétique. Olympia Doniadou, Dora Leodaridou, Maria Katsadoni et Kostadina Pliaka. Nous avons ensuite l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes, la plus ancienne université de Grèce, avec Maria Spiridopoulou. L'Université de Thessalie à Volos, vous allez voir que toutes les universités présentées aujourd'hui, au fait, sont sur tous les territoires grecs. Donc, l'Université de Thessalie à Volos avec Maria Paparoussi et Katerina Apostolopoulou. L'Université ionienne de Corfou avec Theodoros Vizas et Michel Politis. L'Université du Pirée avec Christos Nikou. L'Université de Ioannina à Épire avec Maria Zoubouli. Université de l'Égée à Mytilène, à Lesbos, avec Panagiotis Grigoriou. Je me réjouis de voir des universitaires que je connais et qui sont nos ambassadeurs francophones dans toute la Grèce. Je vois l'Université Aristote de Thessalonique, Kalliopi Ploumistaki, l'Université de Mokri de Thrace avec Stéphanos Gravanis, l'Université de Macédoine occidentale avec Anastasia Giannakopoulou, l'Université du Péloponnèse dans le nord, dans le sud avec Christina Ikonomopoulou. Et je ne continue pas, je passe tout de suite la parole aux étudiants qui ont hâte de vous poser leurs questions et je passe la parole à l'Université de Ioannina, à Dora Speciotou. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Monsieur Fay. Merci à vous pour cet entretien. Merci aussi aux organisateurs de l'Institut de Thessalonique. La question est la suivante. Je suis doctorante en musicologie et je suis très touchée par votre double identité de musicienne et d'écrivain. À travers la musique, vous brodez des mots pour raconter de manière poétique de courtes histoires qui dialoguent avec celles du roman. Avant la parution de votre premier livre, Petit Pays, vous aviez présenté une chanson avec le même titre dans l'album Pili Pili sur un croissant au bord. Et avant le second livre, Jacaranda, vous avez publié l'album Mauve Jacaranda.
Vos œuvres musicales seraient-elles des préabules pour vos œuvres littéraires? Je vous remercie. Merci, merci beaucoup pour la Merci aussi. question. Oui, c'est vrai que souvent on pose la question de l'écriture et de romans et de chansons, euh, mais dans, dans mon cas, c'est toujours une histoire d'écriture. Finalement, c'est la mise en œuvre qui peut changer, mais c'est comme si le geste était le même, et que les chansons euh, me permettent de, de commencer à questionner des intuitions. Et parfois, le format d'une chanson euh, me contraint, m'empêche de m'exprimer autant que je voudrais. Et j'ai trouvé dans le roman une façon de prolonger cette contrainte et de ce fait de ne pas rester avec une frustration d'écriture. Alors, je, par exemple, dans Mauve Jacaranda, il y a une chanson qui s'appelle Boutaré, qui est une chanson d'hommage à ma grand-mère, ma grand-mère personnelle. Et puis, bon, le format faisait que de la chanson, une chanson déjà de 4 5 minutes, c'est déjà long. Alors, je sentais que j'avais encore beaucoup d'autres choses à dire sur cette grand-mère. Et donc, je me suis permis, dans mon roman Jacaranda, euh, de, euh, de faire de la grand-mère de Milan, mon narrateur, euh, mon héros d'une certaine façon, euh, de, de lui créer une grand-mère qui ressemblerait étrangement à la mienne, avec surtout un environnement dont j'avais envie de parler, une maison, un quartier, un rythme de vie. Et ça, je me suis vraiment très inspiré de ma propre grand-mère, donc c'était comme un prolongement et qui m'a permis d'aller au bout de la chanson. Merci. Merci beaucoup. Merci. Fanny, on continue avec l'Université ionienne de Corfou. Donc, nous continuons avec l'Université lyonnaise de Corfou et Christina Coury. Est-ce qu'elle est connectée? Parce que je ne la vois pas, Christina. Si elle n'est pas connectée, à ce moment-là, je vais poser la question Hmm. à sa place. Je vais lire la question qu'elle avait envoyée parce que je ne la vois pas dans la liste de nos étudiants. Je répète, Christina, est-ce que tu es connectée? Oui, si, si, je la vois. Christina Coury, je viens de la voir. Ben, je la vois plus. Non, je ne la vois pas. Je l'ai vue il y a quelques secondes. Peut-être qu'elle a des problèmes de connexion, Fanny. Christina, est-ce que tu es connectée? Non. Non, mais je l'ai vue, là. Mais c'était furtif. Donc, je pose la question à la place de Christina. Dans Jacaranda, les secrets de famille et les traumatismes du passé façonnent la vie des enfants, créant un sentiment de solitude et d'aliénation. Selon vous, le silence qui entoure ces secrets et traumatismes renforce-t-il l'emprisonnement psychologique des jeunes ou peut-il agir comme un moyen de survie, surtout quand on est loin du petit pays? Ou c'est plutôt l'art et plus spécifiquement la musique qui, en brisant le silence, peut devenir moyen d'évasion de la saudade évoquée dans votre chanson? Taxiphone. Dans Saxophone, au point de libérer les enfants de libérer les enfants du passé qu'ils portent en eux et de les inciter à redéfinir leur identité. Enfin, diriez-vous que le silence et musique peuvent nous rendre service, mais de manière différente et dans différentes périodes de notre vie? Merci. Alors, c'est une vaste question. Disons que le silence dont je parle dans Jacaranda, c'est un silence lié à des violences extrêmes. Euh, dans le cas du roman, c'est bien entendu le génocide. Euh, mais ce silence, il peut exister même
même après des violences intrafamiliales, par exemple. Donc c'est un silence qui s'impose, un silence qu'on retrouve quasiment dans toutes les communautés qui ont eu à subir ce type de violence, euh, qui, à mon avis, euh, à différentes raisons. Déjà, l'impossibilité de trouver les mots, l'incapacité des êtres à se représenter ce qu'ils ont vécu. Et puis, là, ce dont je parle aussi dans le roman, c'est la transmission du silence entre les parents et les enfants. Donc là, c'est un silence, bien entendu, qui est lié à l'impossibilité de parler, à l'incapacité de trouver voilà, ces fameux mots, mais c'est aussi un silence qui, je m'en suis rendu compte dans, dans différents cas, un silence voulu par les parents avec l'idée de protéger les enfants. Donc un silence qui serait un silence qui leur permettrait, selon les parents, de ne pas avoir affaire à cette violence. Alors, face à ce silence qui est un silence qui se veut protecteur, euh, ce dont on, ce dont on se rend compte, c'est que souvent, ce silence, au lieu de protéger, il insécurise. Il insécurise les générations d'après. Euh, J'en parle dans Jacaranda à travers, par exemple, des manifestations physiques qui ont lieu lors des commémorations, ou des générations qui n'ont pas vécu le génocide vivent des traumas physiques, des scènes de réviviscence du génocide, alors qu'ils n'ont pas vécu, alors qu'on ne leur a pas parlé directement euh, de l'événement. Donc c'est une façon aussi de dire que malgré le silence, beaucoup de choses passent. Alors la question de la création, là, dans la question, on parlait du morceau Taxiphone. C'est un titre donc, qui est aussi dans ce projet discographique Mauve Jacaranda, qui est une chanson où effectivement je parle de la possibilité à travers l'écriture de contourner ce silence, ou en tout cas d'interroger ce silence et de ne pas rester prisonnier de ce silence. Ça agit sur moi. J'imagine qu'un certain nombre de gens qui, qui décident d'écrire et de créer sont des gens qui luttent aussi contre des silences de la société, des silences de la famille, des silences de la communauté. Donc voilà. Euh, et puis pour terminer sur la question entre le silence et la musique, de toute façon, la musique, ce n'est que du silence. C'est-à-dire, c'est comment on met en valeur le silence. Euh, c'est ce qui fait la musique. Donc il y a de ça aussi, je pense, dans le travail après d'écriture. C'est de combler tous ces silences qui nous entourent. Et je termine par dire que, que l'on écrit pour sauver ce qui n'est pas dit ou ce qui est amené à disparaître. Merci. Ou pour cette précision en disant que la musique, c'est un silence. Vraiment, c'est très, très beau. Merci. Je continue avec la troisième question et je me tourne vers l'Université nationale capodistrienne d'Athènes. Roxana Boech, vous avez la parole. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Gaël Faye. Euh, Dans votre roman Jacaranda, nous sommes introduits à des thématiques très importantes comme l'histoire du Rwanda ou la recherche des origines, mais on observe en plus la complexité des différents personnages du livre, leur état psychologique et la façon dont le génocide les a marqués. La mère du protagoniste, une figure féminine forte, est l'exemple le plus important de ce traumatisme,
Après un événement marquant, elle continue sa vie et son existence en gardant le silence sur ses expériences dans son pays natal. Comme nous pouvons le voir dans les citations, c'est ce printemps-là que le Rwanda s'est invité dans nos vies pour la première fois. Ma mère n'en avait jamais parlé. Pour elle, son existence avait commencé en 1973 lors de son arrivée en France. Et le passé de ma mère était une porte close. Selon les Trauma Studies, on observe souvent que le traumatisme ne réside pas dans la violence de l'événement lui-même, mais plutôt dans l'impossibilité de la conscience à l'élaborer tout de suite. C'est pourquoi il revient plus tard. Pensez-vous que la définition donnée est pertinente par rapport au récit? Est-ce que la littérature et l'écriture pourraient constituer des moyens d'extérioriser le traumatisme? Et la mise en récit pourrait-elle remplir la fonction de résilience et d'autothérapie? Merci pour les questions. Euh, alors, je dirais que ce qui moi, me marque, c'est que les gens qui ont vécu ont- l'événement ou les traumatismes, souvent sont racontés par leurs propres enfants. Comme si, voilà, la distance qu'il faut pour enfin trouver les mots était nécessaire. Donc c'est pour ça, quand vous dites l'impossibilité à élaborer tout de suite, je crois qu'il y a de ça. Il y a aussi le fait que beaucoup de rescapés ont parfois tenté de parler et qui n'ont pas senti une écoute à la hauteur de ce qu'ils avaient vécu, ou parfois même on ne les a pas crus tout simplement, parce que la violence d'un génocide est telle que il est plus facile de croire le bourreau qui nie avoir commis que la victime qui dit avoir subi. Donc il y a aussi une façon de se protéger émotionnellement contre la violence d'un monde qui n'accorderait pas l'écoute à la hauteur de ce que la personne a vécu. Donc il y a de ça. Bah, alors la mise en récit, je suis le premier partisan de l'écriture voilà, de toute forme de récit, que ce soit du roman, mais aussi des récits, des témoignages de rescapés. Souvent, je dis que enfin, ce que je considère par rapport à un génocide, c'est qu'un écrivain ne peut pas raconter un génocide. Il n'y a que les survivants qui peuvent raconter les génocides. Euh, un- les- la littérature, elle ne peut que parler, selon moi, hein, de l'avant, de l'après, ou de la façon dont ça modèle les corps. Mais si on veut prendre conscience véritablement de ce que c'est le cœur nucléaire du génocide, il faut écouter les survivants et les survivantes. Euh, Parce qu'il y a aussi la difficulté d'esthétiser un génocide qui se pose à, à toute personne qui crée de l'art autour de ces questions-là. Comment raconter sans être dans la complaisance, sans être euh, dans l'esthétique de l'horreur. C'est pour ça que je pense que lorsqu'on écrit sur ces sujets-là, il faut tenter d'y aller avec beaucoup et d'humilité et de sens peut-être même du sacré. Il y a une forme de sacré pour moi, de ne pas, de ne pas abîmer l'expérience vécue des survivants et des survivantes. On peut très vite, on peut très vite être indécent d'une certaine façon. Enfin, moi, je sais que en écrivant Jacaranda, où je me suis senti marcher sur des œufs sur une ligne de crête en permanence, à me poser continuellement cette question, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit, voilà. Euh, mais je reste persuadé qu'il faut que l'on écrive, euh, que beaucoup de romans doivent être écrits, et, et surtout de la génération qui vient, la génération d'après, qui va trouver les mots que les parents n'avaient pas, ou n'ont pas eu le temps de- n'ont pas eu le courage, n'ont pas eu la force. Enfin, voilà. Ceux qui peuvent avoir un peu plus de ressources pour écrire. Voilà, quand je suis au Rwanda, je,
j'anime des ateliers d'écriture, je pousse les jeunes générations à écrire avec leurs mots, à dire. Euh, c'est véritablement important, tout comme pour moi, écrire sur cette histoire, c'est euh, j'ai trouvé les mots grâce à la littérature sur la Shoah ou la littérature sur le génocide arménien. C'est d'autres crimes de masse qui m'ont fait prendre conscience de ce que nous avions vécu. Donc voilà, c'est important pour nous, mais aussi peut-être pour d'autres communautés malheureusement qui auront à trouver des mots sur ce qu'elles traverseront. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous passons maintenant la parole à Noël Boulongou de l'Université de Macédoine occidentale. Bonjour à vous, Monsieur Gaël Faye. Bonjour. Alors, de la part de notre équipe, nous allons vous remercier, ainsi que l'Institut français de Thessalonique, de nous donner cette précieuse occasion de vous rencontrer aujourd'hui. Merci. Notre question est la suivante. Dans votre livre, vous écrivez: quand Fiston a été massacré avec sa famille en avril 1999, je suis allé avec lui, des brouettes pour tout récupérer avant que les tueurs ne brûlent la maison. Ce jour-là, j'ai encore sauvé la culture. Cette idée de sauver la culture semble s'opposer à une autre dynamique que vous décrivez, celle de l'oubli et de l'effacement du passé, comme lorsque vous évoquez les pays de votre enfance sacrifiés à un projet immobilier. J'avais déjà tout perdu, mon frère, mes sœurs, Rosalie, et maintenant les paysages de mon enfance. Vous soulignez également le danger de remuer les fantômes du passé, de faire renaître des peurs enfouies, de ranimer des haines tenaces, des envies de vengeance. Selon vous, comment peut-on aujourd'hui préserver la mémoire et transmettre les récits du traumatisme collectif aux nouvelles générations sans pour autant raviver ces blessures au point de nourrir la haine et la vengeance? Merci pour la question. C'est une question compliquée. Je ne saurais pas dire si j'ai la réponse. En tout cas, euh, ce que je peux dire sur la société rwandaise que j'ai observée depuis 30 ans, depuis sa reconstruction, c'est c'est que ben, les anciens bourreaux et les anciennes victimes cohabitent dans un même espace. Et que ces histoires humaines créent voilà, un nombre incalculable de situations entre des gens qui finissent par pardonner, des gens qui sont toujours dans la haine, des gens euh, qui se rendent malades de tout ça. Enfin, toutes les histoires humaines sont là, sont présentes, et c'est ce que je pense aussi peut permettre la littérature, c'est d'interroger toutes ces histoires humaines pour montrer la complexité d'une société après des violences extrêmes. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que cette cohabitation, cette coexistence, elle a été possible d'abord par un travail de justice dont je parle dans le roman, donc à travers les tribunaux Gachacha. Je pense qu'il est impossible d'imaginer qu'une société retrouve une forme de normalité après un génocide sans qu'il y ait un travail profond de justice. Et c'est ce que le pays s'est attelé à faire pendant des années et continue à le faire. Donc la justice, au sens où elle permet de réhabiliter et la victime et le bourreau dans la société humaine. Et puis, l'autre pendant, c'est, disons, le travail de mémoire. Euh, alors, ça peut passer par l'enseignement à l'école, mais dans le cas, par exemple, du Rwanda, c'est 3 mois de commémoration, dont je parle aussi dans le roman. D'avril à juin, euh, partout dans le pays, il y a des commémorations, les gens se réunissent. Euh, à la radio, on entend des témoignages, on égrène le nom du million de victimes. Euh, dans le pays, sur l'ensemble du pays, il y a des mémoriaux.
souvent des mémoriaux où l'on a gardé les ossements des gens, donc c'est-à-dire la preuve, d'une certaine façon matérielle, de ce qu'a été le génocide. Et donc, euh, aucun Rwandais peut, peut dire qu'il n'est pas au courant. Euh, c'est en ça que je dis que la mémoire est aussi importante. Alors, ça pose d'autres questions que je soulève aussi dans Jacaranda, où les jeunes générations se sentent écrasées par le poids de cette mémoire. Alors, comment faire pour que on ne soit pas écrasé, que cette mémoire aussi euh, ne devienne pas une mémoire du passé, mais qu'elle continue de questionner le présent. Et donc ça, c'est, je pense, le rôle de, de l'école, mais le rôle des artistes aussi, de réactiver cette mémoire ancienne pour la passer au tamis du présent, de ce que l'on vit aujourd'hui, et interroger, par exemple, pour le cas du génocide, la question des mots, de la langue, de comment on fabrique un bouc émissaire, comment un génocide se met en place à travers d'abord le discours. Donc voilà, c'est toute une... j'ai certainement oublié des choses, mais disons que ça, c'est les grandes lignes que je pourrais tirer entre la mémoire et la justice, qui pour moi sont déjà un préalable pour éviter de reproduire. Mais ça ne suffit pas, bien sûr, il faut des volontés politiques et puis il faut des volontés aussi dans la société civile. Merci. Et si je peux me permettre, je voudrais un peu ajouter que votre histoire m'a beaucoup intéressé parce que moi, je n'ai jamais connu qu'il ait existé une fois un génocide au Rwanda. C'est vraiment grâce à votre livre, l'histoire, je me suis renseigné, et voilà, j'ai bien appris. Alors, deuxièmement, c'est une réalité qui se passe aussi à l'est de mon pays, la RDC. Je ne sais Oui, pas si vous êtes au courant. oui, Alors, oui, je suis très au courant. le livre, pour moi, est vraiment historique et Ouais. j'aime beaucoup de ces livres. Merci encore une fois de plus. Ben, merci, merci beaucoup. Merci, cher Gaël, pour toutes ces réponses sur la mémoire, l'exil, la justice et tous ces questionnements posés par la nouvelle génération. À mon avis, c'est ce qui touche aussi au public et ce qui touche aussi les jeunes étudiants grecs. Merci vraiment. Je continue avec l'Université de Thessalie et je passe la parole à Nikolaos Papageorgiou. Donc, bonjour, Monsieur Fay, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vers la fin du livre, au 27e chapitre, Claude dit à Milan une phrase qui nous a vraiment bouleversés et sur laquelle nous sommes restés longtemps, car elle dit tant de choses et que sa vérité tétanise. Claude dit, tu sais, ce que je leur reproche le plus à tous ces gens, Sartre ou les deux types face à nous, c'est d'avoir créé pour longtemps encore une société de défiance. Est-ce que le Rwandais aujourd'hui vit encore dans ce même sentiment de défiance? Est-il pareil pour toutes les générations? Est-ce qu'il y a toujours l'ombre d'une menace aux yeux de réchapper du génocide? Et quelle est l'attitude de la jeune génération face à cela? Ce qu'on soupçonne aussi à travers Jacaranda, c'est qu'au Rwanda, il n'y a pas eu exactement un récit national autour du génocide qui a été imposé, un récit qui viendrait du pouvoir et qui écraserait la mémoire du peuple, mais au contraire, un récit qui monte du bas vers le haut. Est-ce que cette intuition est juste? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors oui, c'est une phrase qui est lourde, qui était une phrase, je pense pour moi, importante à écrire parce que il est difficile d'appréhender une société comme la société rwandaise, qui a vécu ce qu'elle a vécu il y a 30 ans, euh, qui se reconstruit malgré tout avec la violence que cela induit, surtout pour les rescapés, parce que c'est aux rescapés que l'on demande de faire le plus grand des efforts, celui de vivre à nouveau avec leurs bourreaux. Je veux dire, la plupart des gens qui ont commis le génocide, en dehors on va dire,
des planificateurs, mais la plupart, les petites mains, les gens qui ont tué, sont sortis de prison, sont retournés sur leur colline. Euh, alors, comment vous faites quand vous devez vivre sur le même palier que la personne qui a massacré toute votre famille? Donc ça, c'est l'environnement dans lequel on vit au Rwanda de façon concrète. Euh, et donc, c'est vrai que ça pose énormément de questions tout de suite très profondes, de façon philosophique, humaine. C'est, on peut pas être dans la... En fait, le Rwanda est un pays qui nous empêche la théorie, parce qu'on est dans la pratique. Un génocide de proximité. Donc la question du pardon, la question de la cohabitation, de la coexistence, c'est une question du tout de suite, du maintenant. C'est pas de, c'est pas un discours politique. C'est un discours du réel. Alors, ce que je ressens très fortement, c'est donc cette fameuse euh, difficulté entre les individus de se faire confiance, donc la défiance. Pourquoi je dis ça? C'est il y a un pacte social d'une certaine façon de dire ne nous demandez pas de nous aimer, mais on va cohabiter ensemble. Et ça, c'est un pacte que l'on retrouve du haut jusqu'en bas ou du bas jusqu'en haut, et où les Rwandais ont accepté de cohabiter. Et donc, cette cohabitation, elle est là, elle est effective. Simplement, euh, donc on peut côtoyer ses collègues, on peut côtoyer des gens dans la rue, etc. Mais lorsqu'on arrive à un niveau d'intimité, par exemple dans une relation amicale ou une relation amoureuse, et ça vaut également pour la nouvelle génération, c'est pour ça que je parle de la défiance, c'est qu'autant les jeunes générations ne se posent plus la question ethnique, juste à un certain point. Et ce point-là, c'est les questions intimes. Voilà, si deux jeunes gens tombent amoureux, eh bien, va finir par se poser la question de, mais ta famille, qu'est-ce qu'elle faisait en 94? Est-ce qu'elle a tué? Est-ce qu'elle a été victime? Euh, Ça, c'est comme si on finissait toujours par buter contre le génocide. Le génocide finit toujours par s'inviter dans la relation humaine, dans toutes les relations humaines. Une fois qu'elle dépasse le simple niveau de sociabilité, de masque de sociabilité qu'on peut avoir, une fois qu'on rentre dans l'intimité, cette question-là se pose. En 94, où était ta famille? Qu'est-ce que toi tu faisais? Si tu n'étais pas né, qu'est-ce que ta famille faisait? Voilà. Donc c'est pour ça que je parle de la société de défiance. Et puis après, le fameux récit, est-ce que c'est un... il y a comme dans toutes les nations, il y a un récit national. On fabrique parce qu'il faut recréer une cohésion. En fait, je pense qu'on ne peut pas considérer qu'un récit national, c'est forcément une mauvaise chose. On a besoin pour ce qu'on appelle l'unité. Et il n'y a pas je pense, de possibilité de pays s'il n'y a pas euh, au moins cette utopie de l'unité, même de démocratie d'une certaine façon. Et donc il y a forcément certains éléments qui sont répétés, qui sont appuyés. Euh, mais cela n'empêche que on ne parle pas d'une histoire d'il y a 2000 ans. On ne parle pas d'une histoire qu'on aurait eu le temps d'idéaliser, par exemple. Euh, cette- les gens qui ont vécu le génocide, certains n'ont même pas encore 40 ans aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que les gens vivent, ressentent, et il y a suffisamment d'espace d'expression, que ce soit à travers
les procès, les commémorations, pour que cet événement-là ne soit pas une parole qui soit uniquement institutionnelle. Elle est aussi une parole de la société, qui est là et qui a du poids. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais je dirais que c'est une société qui a dû trouver des solutions à un problème extraordinaire, un problème qui dépassait l'entendement et de façon très rapide. C'est pour ça, par exemple, les gachacha, c'est une vieille tradition de justice communautaire qui existait dans le Rwanda précolonial, qui a été mis au goût du jour pour pallier à l'impossibilité de la justice moderne de juger tous les génocidaires. Et en fait, ça s'est fait à tous les niveaux de la société. Il y a eu des petites solutions partout. Tout le monde a dû sacrifier, faire l'effort pour permettre à ce pays d'en redevenir un. Merci. Il est difficile de toujours passer aux questions suivantes, mais je laisse la parole maintenant à Adèle Martin de l'Université Aristote de Thessalonique. Bonjour, merci tout d'abord d'avoir trouvé le temps pour nous et pour cet entretien. Merci aux personnes qui l'ont organisé. Notre question est un peu plus centrée sur le personnage de Stella, qui apparaît comme un personnage central de par sa relation forcément avec l'arbre qui donne son nom au roman, mais aussi parce qu'elle est le premier mot du roman avant même le chapitre 1. Mais cependant, c'est pas à travers ses yeux qu'on découvre cette histoire. Elle n'est pas le jeu, le narrateur. Donc on se demandait quel statut avait ce personnage à vos yeux. Voilà, merci. Merci pour la question. Alors, je crois que Jacaranda est d'abord un hommage à cette nouvelle génération et aussi peut-être destiné à la nouvelle génération. Quand je dis la nouvelle génération, c'est comme il est indiqué dans les premières pages, la génération d'après le désastre, celle qui n'était pas née au moment du génocide. Donc c'est quand même aujourd'hui 70% de la population rwandaise. Le Rwanda est un pays très jeune, donc il y a moins de 30 ans. Euh, et donc je me suis beaucoup interrogé sur cette génération, comment elle vit dans une société qui s'est normalisée, parce que c'est ça qui est très troublant quand on va au Rwanda. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, le pays a tellement changé qu'il est impossible de se dire que 30 ans auparavant, à cet endroit-là, il y avait un charnier à ciel ouvert, pour parler crûment. Et donc, euh, c'est comme si on pouvait voyager dans ce pays sans finalement prendre conscience de ce qui s'est déroulé et de ce qui continue de, de se, de se vivre, de se ressentir dans l'intimité des cœurs humains. Et donc, je voulais vraiment questionner cette génération parce que autant je comprends la mienne, nous étions enfants au moment du génocide, on a les souvenirs d'avant, du pendant et de l'après. Je comprends d'une certaine façon la génération de mes parents ou de mes grands-parents, de ce qu'ils ont traversé. Mais une génération qui vit dans la paix et qui est pourtant le produit d'un pays qui se reconstruit sur des cendres et des charniers, euh, c'est, euh, c'était pour moi une grande interrogation. Donc, quand j'ai des grandes interrogations, j'ai besoin d'écrire. Et donc là, en l'occurrence, c'était le roman. Donc, c'est pour ça que Stella apparaît
dès le début, parce que c'est un hommage pour elle, pour sa génération. Et et je dois dire, je vais vous faire une confidence. J'ai voulu pendant plusieurs mois, dans la rédaction du roman, faire de Stella la narratrice. J'ai voulu parler depuis son point de vue. Et pour ça, donc, je me suis appuyé sur un certain nombre d'entretiens que j'effectuais avec des jeunes gens au Rwanda. Euh, et finalement, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était plutôt à cette génération de se raconter. Euh, que je devais d'abord leur laisser la place de se raconter au vu d'une certaine façon de la place que je peux occuper aujourd'hui quand on parle de la littérature autour du Rwanda ou du Burundi ou de la région. Je me sentais mal à l'aise d'être le premier à prendre cette parole-là. Donc je crois on attend d'abord de leur génération, d'écrire depuis leur génération. Et c'est pour ça que j'ai voulu trouver un personnage qui n'est pas moi, mais qui aurait pu être moi, comme Milan. Donc si j'étais né, que j'avais grandi en France dans, on va dire, la configuration familiale qui est la mienne, comment l'histoire du Rwanda me serait parvenue? Alors je pense d'abord devant la télévision au printemps 94, et puis certainement comme ça, d'une façon très, très confuse, comme l'histoire parvient à Milan. J'aurais dû faire les efforts que Milan a, dû faire, c'est-à-dire aller à la recherche de chaque récit, des vérités des uns et des autres. Et donc voilà, depuis ce point de vue-là, je me sentais, c'est la question de la légitimité, je me sentais plus légitime. Mais il n'empêche que c'est un roman pour la génération de Stella et surtout, c'est la seule génération de toutes les générations que j'ai interrogées qui parle de sa santé mentale. D'où aussi le fait on la découvre dans l'hôpital psychiatrique de Ndera et qu'à la fin du roman, elle y est aussi. C'est une génération qui parle de sa santé mentale de façon assez ouverte et c'est intéressant que ces jeunes-là disent qu'est-ce qui, euh, dans, dans dans leur santé mentale, où est-ce qu'il y a, où est-ce qu'elle se sent en difficulté. Et, euh, et donc voilà, il y a toutes ces questions-là que je soulève. Merci. Et je continue en donnant la parole à Aristi Hadjipanagiotis de l'Université du Péloponnèse. Monsieur Farr, bonjour. Bonjour. De la part du département d'études théâtrales de l'Université du Péloponnèse, voici notre question. Dans votre livre, La mémoire, le trauma intergénérationnel, la volonté de ne pas oublier un génocide au niveau individuel et collectif, mais aussi la solitude de jeunes d'identité ethnoculturelle mixte et leur volonté de s'intégrer dans un groupe et partager des moments d'inquiétude commune, constituent les axes thématiques principaux. Étant donné que votre roman, que nous pourrions qualifier de mémoriel ou documentaire, retrace plusieurs aspects de l'époque génocide et post-génocide au Rwanda. Nous aimerions savoir comment vous avez réussi à trouver un équilibre entre fiction et fidélité historique. En fait, cet équilibre vous a finalement permis à proposer à vos lecteurs des solutions valables pour que les citoyens, et surtout les jeunes, puissent vivre après une telle tragédie ensemble en paix et dans un état d'égalité, de justice, de partage, de pardon, de dénonce et de résistance contre toute forme de dissimulation des crimes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Euh, Merci d'avoir constaté cette tentative d'équilibre entre la fiction et le documentaire.
Euh, J'écris non pas pour dire le vrai, mais le vraisemblable. Euh, le vrai, ce serait de l'ordre voilà, de ce qu'on peut appeler les récits ou l'autobiographie. Euh, Moi, si j'écris, c'est parce que je suis attiré par toute la dimension de liberté qu'offre la littérature ou la création, que ce soit en chanson, de pouvoir mettre dans mes histoires ce qui me touche, ce qui m'émerveille, de pouvoir équilibrer les ombres et les lumières que je porte en moi. Euh, et, et donc cette liberté, c'est la fiction. Euh, je suis fortement attaché à la fiction. Je trouve que c'est la plus grande découverte de l'humanité, c'est notre capacité à se fabriquer des histoires. Euh, et donc j'y suis attaché comme à la prunelle de mes yeux. Euh, et en même temps, ce que je disais sur la difficulté à écrire sur un génocide, ou en tout cas sur ses répercussions, ou sur l'avant, sur l'après, c'est qu'on est aussi, d'une certaine façon, porteur d'une responsabilité que l'on doit au moins, au minimum, aux rescapés. Et donc il était important pour moi que cette fiction, elle s'accompagne d'un travail d'archives, historique, de terrain, d'observation de la réalité, euh, de façon à ce que tout ce que je peux raconter, même si c'est inventé, c'est toujours vraisemblable. Euh, j'ai fait ça dans mon premier roman, je fais ça pour Jacaranda. Je pense que tant que j'écrirai sur cette région-là, de la région d'Afrique des Grands Lacs, euh, ma, presque, presque ma déontologie m'obligera à être vraisemblable. On n'a pas besoin dans des situations où le réel dépasse la fiction de créer de la fiction. Euh, les gens ne sont déjà pas crus quand ils racontent ce qu'ils ont vécu. Je ne vois pas pourquoi j'irais inventer par-dessus tout ça. Donc c'est ça, c'est toujours non pas de dire le vrai, mais le vraisemblable, ce qui me permet de maintenir ma liberté d'écrivain. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à l'Université ouverte de Grèce, donc qui est composée de 3 jurys, et je laisse la parole à Stamatina Bessi. En vous remerciant de ces rencontres, nous tenons à vous féliciter de ce livre saisissant. En vous lisant, de nombreuses questions ont traversé notre esprit sur le métissage et la guerre civile. Mais c'est surtout cette présence dominante de la jeunesse rwandaise dans votre récit qui a retenu notre intérêt. Milan, Claude Stella ou encore la communauté des jeunes abrités au Palais des Arts avec leur musique et leur lecture, leurs objets et leurs habitudes. Dans votre roman, c'est la jeunesse qui prend des initiatives, règle ses comptes avec la société et l'histoire. Elle est parfois chargée de protéger la famille et de préserver la tradition et la mémoire même en s'y opposant. Quant au Mahibobo, cette république d'enfants sauvages, quel a été le rôle dans la conception et l'écriture de ces romans? Ces gamins isolés sont-ils pour vous une inspiration particulière, un symbole, un appel à la réconciliation et à l'évolution? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, oui, alors ça rejoint ce que je disais sur mon envie de rendre hommage à la jeunesse. Alors, la jeunesse, la jeunesse d'aujourd'hui, mais la jeunesse d'hier aussi, c'est-à-dire que
Lorsque vous étiez dans le Rwanda de l'après-génocide, ce qui marquait beaucoup, c'était le nombre d'enfants orphelins. Donc ceux qui vivaient dans les rues que l'on appelait les maïbobo, euh, qui se constituaient en famille. D'ailleurs, euh, il y a eu, je parlais des solutions qu'il a fallu trouver assez extraordinaires au lendemain du génocide. Il y a eu la constitution de villages d'enfants et de familles d'enfants. Ça, il y a beaucoup d'articles qui ont parlé de ça, c'est-à-dire que comme les enfants se retrouvaient seuls, sans parents, que la plupart des hommes étaient en prison ou étaient morts ou étaient au front, etc. Ces enfants-là ont recréé des cellules familiales euh, en, en jouant les rôles supposés d'une famille. Donc un enfant allait jouer le rôle du père, un autre enfant allait jouer le rôle de la mère, après des fratries. Et donc aujourd'hui encore, au Rwanda, vous pouvez aller dans un mariage de quelqu'un qui aurait aujourd'hui, disons, 35 ans, et, euh, et, et donc qui va, au moment des mariages au Rwanda, c'est souvent le père qui prend la parole pour, voilà, pour faire un discours au moment où les mariés s'apprêtent à s'engager. Et donc, vous voyez le père du marié ou de la mariée qui a le même âge que le marié ou la mariée et qui est pourtant appelé le père. Et donc, c'est ça, c'est que cette jeunesse de l'après-génocide, elle a dû aussi euh, façonner une forme de normalité en créant ces villages pour enfants, ces familles d'enfants. Euh, et donc j'avais fortement envie de parler euh, de toute cette créativité de vie, de cette énergie de vie. En fait, ce qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est l'énergie vitale que cette jeunesse, malgré ce qu'elle avait traversé, continuait de déployer pour s'en sortir, pour grandir, pour devenir des adultes ou des citoyens. Et donc, de se refabriquer des familles, de se fabriquer des royaumes, comme je dis, le palais, c'est le royaume des enfants. Le monde était tellement violent qu'il fallait se trouver des lieux où on pouvait être soi, où on pouvait rêver, où on pouvait à nouveau espérer. Et donc c'est certainement de cette énergie-là que je me suis emparé pour écrire Jacaranda. Ça a été le moteur. Quand la violence de cette histoire était trop lourde à porter, je faisais confiance à cette énergie vitale qui m'a permis d'aller au bout de l'histoire et surtout de me rendre compte que ce qui fait la société rwandaise, c'est le lien. En fait, disons que c'est la seule réponse un peu tranchée que je pourrais faire parce que je doute de tout et je ne fais qu'avancer des hypothèses. Mais s'il y a une seule réponse que je peux avoir qui est euh, que je pourrais dire presque mathématique, c'est que la société rwandaise est une société du lien. Et le lien par le sang, comme je disais, les voisins ont tué leurs voisins, mais le lien par l'amitié, par l'amour, il a fallu faire avec l'autre, ou contre l'autre, mais en tout cas l'autre est toujours là. Et ce qui, pour moi, a sauvé la société rwandaise et continue de la sauver, c'est aussi ce lien très fort entre les individus à travers des familles recomposées ou des amitiés. Merci. Si je me permets, moi, je comprends que vous, nous, en tant que lecteurs, on sent ces liens que vous transmettez pour la société rwandaise, mais
Et vos livres sont bien reçus au Rwanda. Ouais, Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur la réception de vos deux romans au Rwanda? ouais, merci. Alors, au Rwanda, il n'y a pas véritablement de tradition d'écrivain, ni véritablement de lecture. Il y a très peu de librairies. Les bibliothèques sont peu développées. Et souvent, donc, les gens lisent des histoires d'ailleurs. Ils ont très peu d'histoires qui parlent d'eux-mêmes. Donc, les réceptions des deux romans ont souvent été des réceptions très euh, de surprise, de se dire, ah bon, on peut parler de nous, depuis nous, et intéresser, voilà, intéresser le monde ailleurs, parce que Petit Pays a été traduit, voilà, dans beaucoup de langues. Et donc, c'était déjà une surprise, j'ai l'impression, de se dire, ah bon, on peut raconter des choses aussi banales, parce que mes romans sont faits aussi de banalité, dans le sens normalité, quand dans Petit Pays, je raconte des après-midi d'enfance à Bujumbura, où on va cueillir des mangues et puis on va à la rivière. En fait, c'est ces pages-là qui ont le plus marqué les lectrices et les lecteurs dans la région, dont ils me parlaient souvent. Mhm. Peut-être moins les pages sur la violence, parce que c'est comme si la violence les gens l'avaient suffisamment en eux et ils n'avaient pas forcément besoin on leur raconte. Donc, ce qui était d'ailleurs pour moi intéressant, parce que je voyais que lorsque, je sais pas, je suis dans une classe en France, c'est plutôt l'inverse. Les jeunes étudiants en France sont plutôt intéressés par le récit de la guerre et de la violence que de la normalité. Parce que eux vivent d'une normalité, donc à quoi bon raconter la normalité? Mais c'était comme si pour les lecteurs de la région, s'autoriser à raconter sa normalité, c'était s'autoriser à sortir de ce rôle de bourreau-victime, d'éternel acteur de l'histoire pour devenir enfin des humains. Donc ça, il y a eu, enfin, en tout cas, à chaque fois que je fais des rencontres ou des discussions autour du livre, il y a beaucoup de questions autour de ça et une réception qui, j'ai l'impression, je suis mal placé pour le dire, mais j'ai l'impression qui est, qui en tout cas, qui en tout cas intéresse, enfin, les livres intéressent pour ce qu'ils représentent et ce qu'ils racontent et ce qu'ils disent. Et, euh, et pour terminer, voilà, les livres sont étudiés dans certaines écoles. Euh, Au Rwanda, encore récemment, je me suis rendu dans des écoles pour distribuer les livres parce que les enseignants veulent faire étudier Petit Pays, qui a été traduit en Kinyarwanda, et la même chose est en cours enfin, Jacaranda est aussi en cours de traduction. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire moi je n'ai pas eu accès à la langue de ma mère, je ne parle pas le Kinyarwanda, ou très très mal, et donc je n'écris pas dans cette langue. Mais j'ai l'impression que j'écris en français avec Une la sonorité. voilà, et la sonorité du Kinyarwanda. Donc, pour moi, c'est comme si l'histoire finissait par revenir là où elle aurait dû être. Bien. Et donc, c'est très, voilà, c'est très fort symboliquement pour moi d'écrire dans ma langue paternelle pour revenir à ma langue maternelle et qu'elle soit ensuite étudiée dans cette langue qui ne m'a pas été transmise. Merci. Je pense qu'il faut continuer avec la question suivante. Dès l'Université de Démocrite, donc je passe la parole à Sophie Daskalopoulou. Non, excuse-moi, Katerina. Pour l'Université ouverte de Grèce, il y a deux autres jurys. Ah, Et d'accord. donc, il y a une étudiante qui a été excusée, donc je vais poser la question à sa place. Pardon. Dans Jacaranda, l'arbre apparaît comme un protagoniste essentiel dont les racines cachent des secrets. Le tronc symbolise la solidité et les fleurs offrent de l'espoir par leurs couleurs éclatantes.
Quel est le symbolisme précis de cet arbre extraordinaire et de ce récit interrompu ou inexprimé en lien avec la mémoire et la reconstruction de la société rwandaise après le génocide? Merci. Bon, il y a une tradition très grande de l'arbre tutélaire dans les littératures africaines, mais bon, en règle générale, voilà, l'arbre, c'est toujours, il y a toujours la question de la transmission. Il y a la question aussi de la protection qui m'intéressait, ce qu'on appelle donc l'arbre tutélaire, l'arbre qui porte en lui la mémoire, en l'occurrence la mémoire de la famille, depuis les racines qui pourraient être représentées par l'arrière-grand-mère, Rosalie, jusqu'aux fleurs, d'où pour moi l'importance sur la couverture du livre d'avoir le personnage de Stella tout en haut de cet arbre comme ces fleurs qui vont éclore en ayant pris racine. Dans ce sol-là. Donc Stella, elle a cette chance de connaître, de côtoyer et d'être, de recevoir son histoire à travers Rosalie, qui est née, qui a grandi avant l'instauration des cartes d'identité ethnique, donc de la racialisation de la société. C'est comme si elle puisait ses racines dans un Rwanda qui n'avait pas encore été empoisonné par le racisme importé. Donc il y a de ça dans la symbolique. Il y a également le jacaranda en lui-même. Je passe le fait que voilà, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que vous parlez d'abracadabra, ça me fait penser à Jacadi. Donc moi, les sonorités de ce mot-là m'ont toujours fasciné depuis l'enfance. C'est aussi l'histoire d'un émerveillement, le jacaranda. Qui a déjà vu un jacaranda en fleurs, voilà, c'est à quel point c'est esthétiquement très beau. Euh, et puis, et c'est un arbre importé. Donc, ça, c'était, euh, c'est la colonisation belge qui a importé les jacarandas. C'est un arbre qui vient d'Amérique du Sud. Et ça m'intéressait aussi de comment on peut importer. On importe un arbre qui finit par faire souche dans un pays et qui finit par être de ce pays. C'est ce que va faire Milan d'une certaine façon. Milan, il va finir par faire souche au Rwanda. Il est comme un arbre importé. Et pourtant, il finit par appartenir à. Donc c'est la question aussi pour moi du métissage. Euh, de, on finit on finit par choisir un lieu, où le lieu nous choisit. Je ne saurais pas comment dire, mais il y a de ça. Et puis finalement, il était important pour moi on l'a évoqué, il était important pour moi de parler de l'après et du progrès. Une société d'après-génocide comme la société rwandaise, elle s'est lancée de façon presque obsessionnelle dans le travail et dans une reconstruction presque pathologique pour faire disparaître les traces physiques de ce passé, les vieilles maisons, les vieilles routes, et de s'imaginer un nouveau pays, un pays neuf. Et donc, ce qui sur le papier peut paraître quelque chose de très positif, dont beaucoup de Rwandais sont très fiers, quand on parle après avec les gens dans l'intimité, on on finit par ressentir aussi une forme de, de dépossession de son paysage intime. Et donc un arbre qui disparaît, c'est aussi des souvenirs qui disparaissent, une maison, une route. Et donc il y a cette tension qui se joue dans une société qui se modernise. euh, et, et dans toutes les sociétés, mais quand il y a eu un génocide où on n'a déjà pas, on n'a pas, on n'est pas sûr de connaître le récit de l'avant,
parce que des mondes entiers ont disparu, des êtres ont disparu, des familles ont disparu, et qu'il nous reste parfois juste un arbre, une maison, et que ça également, ça disparaît, c'est d'une violence qui n'est bien sûr pas comparable à la violence d'un génocide, mais qui est quand même une violence qui, pour moi, était importante de souligner, importante de faire remarquer euh, à, à ce que l'on vit aujourd'hui avec cette course au progrès. Merci beaucoup. Et je dois avouer que nous aussi, en Grèce, il y a l'arbre, un arbre qui est très symbolique, c'est évidemment l'olivier, hein. Et il n'est pas innocent que, à la période des Jeux Olympiques, eh bien, on couronnait les vainqueurs d'une branche d'olivier. Donc toute la symbolique aussi de l'arbre. Et puis aussi, en langue courante, on parle de l'arbre généalogique quand on parle justement du lien entre les familles. L'image qui vient, c'est l'arbre généalogique. Donc, c'est vraiment, je pense, aussi la symbolique du lien à travers cet arbre, les racines qui sont ancrées dans la terre. Et à l'extérieur, en fait, on voit ce que l'on a envie de voir, l'arbre, le tronc, les fleurs, les branches. Mais ce qui est important, c'est ce qui est en dessous et qui tient cet arbre, les racines. Donc, je pense que c'est ça aussi l'importance du lien et c'est pour ça que ce titre, Jacaranda, je pense que c'est un très bon résumé de ce qui se passe dans votre livre. Merci. Je passe maintenant la parole à la troisième étudiante de l'Université ouverte de Grèce, qui est Constantina Andrikopoulou. Bonjour à tous et à tous. Bonjour, Monsieur Fay. Un grand merci à l'Institut français de Thessalonique. Et voilà la question de la part de notre équipe. Dans Jean Caranda, le silence des survivants du génocide du Rwanda semble peser aussi lourd que la mémoire d'événements eux-mêmes. Pensez-vous que le silence représente une sorte de résilience chez les personnages du roman ou bien un obstacle à la reconstruction des futures générations? Est-ce qu'il devient en même temps un mode d'expression privilégié et la forme stylistique la plus récurrente dans votre roman? Merci beaucoup. Merci. Je dirais vraiment que s'il n'y avait pas eu en fait, le silence, je l'ai pris dans ma propre vie comme une donnée de base. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille où le silence avait cours, et les camarades que j'avais, disons, quand j'étais au Burundi, vivaient un peu aussi comme ça, dans des familles où les adultes ne parlaient pas aux enfants, les enfants ne parlaient pas aux adultes. C'est comme deux mondes un peu euh, cloisonnés, euh, si ce n'est que les adultes ordonnaient des choses aux enfants ou disaient aux enfants, fais ton lit, brosse-toi les dents, etc. Mais il n'y avait pas assez de discussion. Et, et les enfants que j'ai côtoyés, ou même moi, nous n'osions pas poser de questions parce qu'on sentait que poser des questions, c'était toujours sujet à une forme de tension qui, qui apparaissait. Et, euh, et donc, quand vous vivez dans un environnement, eh bien, vous finissez par le normaliser, vous dire que c'est la norme. Et c'est en arrivant en France et en côtoyant des camarades français, en allant, je ne sais pas, passer des vacances chez eux, dormir chez eux, de me rendre compte qu'il y avait des familles où les enfants pouvaient parler facilement à leurs parents, les parents parlaient facilement aux enfants, on pouvait poser des questions sur le passé, on avait même parfois des photos de ce passé, de grands-parents, etc., que peu à peu, à l'adolescence, je me suis révolté contre ce silence, euh, un silence pesant, assourdissant, et je dirais même un silence révoltant parce que c'est un silence qui me coupait de ma propre généalogie. On parlait de la généalogie, de la compréhension de mon histoire. Qu'est-ce qui fait que j'étais là où j'en étais dans ma vie? Pourquoi ma famille rwandaise était au Burundi, et pourquoi du Burundi nous avions dû fuir en France. Enfin,
plein de questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Et donc l'écriture s'est imposée à moi parce qu'il faut bien, quand on est face à un mur de silence, il faut bien euh, passer de l'autre côté de ce mur d'une façon ou d'une autre. Moi, ça a été l'écriture. Et je dis que l'écriture, c'est ma possibilité de dessiner une porte dans ce mur. Même quand elle n'est pas là, ben, je prends euh, cette, cette liberté-là. Et donc, à partir du peu de connaissances que j'ai, je fabrique de la fiction parce que je n'attends plus de réponses que je sais qui me viendront, qui ne viendront jamais. En fait, je pense que j'ai passé une partie de ma vie à attendre des réponses à mes questions. Quand j'ai compris que ces réponses n'arriveraient jamais, j'ai fabriqué mes réponses euh, à travers de la fiction. Et, et en fabriquant ces réponses-là, cela me permet aussi de faire prendre conscience à d'autres qu'ils vivent dans un environnement de silence. Et pour la petite anecdote, lorsque je suis allé présenter Jacaranda, euh, le roman, à l'automne dernier au Rwanda, euh, deux de mes tantes m'ont dit, Gaël, viens, il faut qu'on te parle, assieds-toi. Et on a lu ton roman et on s'est rendu compte que nous ne parlons pas à nos enfants. Et nous n'en avions pas conscience. Et nous n'en avions pas conscience parce que nous-mêmes, nos parents ne nous ont pas parlé. Et donc c'est ça, le silence est un héritage. Euh, et, et donc comment on stoppe aussi cette espèce de cycle. Et pour terminer sur les dynamiques de silence, parce que je trouve que c'est toujours intéressant, j'ai deux filles qui sont adolescentes, ont 15 et 11 ans, et qui, elles, au contraire, grandissent dans une cellule familiale entre mon épouse et moi, où nous parlons facilement de nos histoires de famille, où nous avons des engagements, au-delà de l'engagement artistique, des engagements associatifs, de mémoire, de justice, etc. Eh bien, mes filles, qui sont des grandes lectrices, se refusent à lire mes romans. Euh, c'est, et en fait, c'est comme si pour elles, le fait que l'information soit là, à disposition, qu'il n'y ait pas d'empêchement, elles ne ressentent pas ce besoin vital de savoir. Je pense qu'elles finiront par le dire, mais c'est pas urgent comme ça l'était pour moi dans l'adolescence. Il y avait une urgence vitale de connaître. Lorsque c'est à disposition, je me rends compte, et c'est ça qui est intéressant dans ces dynamiques de parole et de silence dans les familles, c'est que lorsque c'est à disposition, parfois les enfants ne s'y intéressent pas. Parce qu'ils savent qu'à tout moment, s'ils posent une question, ils auront une réponse. Mais quand vous savez que vous posez une question et que vous n'aurez jamais de réponse, eh bien, ça crée ce désir de savoir. Donc voilà, je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, ça m'a permis de mettre en lumière ces dynamiques de silence et de parole que je trouve vraiment très, très intéressantes. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut continuer, Fanny, avec l'Université démocrite de Thrace. Et je passe la parole à Sophie Dascalopoulou maintenant. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à vous aussi, Monsieur Fay. À part de l'équipe universitaire de Démocrite, notre question est la suivante. En lisant Jacaranda, nous avons l'impression que votre rythme narratif que vous adoptez est lent. Est-ce qu'il y aurait une raison particulière pour l'adoption de ce style? Merci. Alors, je ne saurais pas dire s'il est lent. Je crois que l'histoire se déroule sur 25 ans. Oui, c'est ça. Et, euh, et le livre doit faire 200 pages. Donc, je dirais quand même que c'est assez rapide. Euh, alors, que dire dessus sur le style narratif?
je ne saurais pas trop m'analyser. Et d'ailleurs, la difficulté quand on écrit, c'est de pas être, de pas trop s'analyser. Moi, je pense on écrit beaucoup avec son inconscient, et tant mieux, de tout ce qui nous échappe et qui fait qui fait le mystère de l'écriture, en tout cas de la création. Et moi, c'est ce que je recherche, c'est de pas être, de pas être forcément dans la maîtrise de tout. D'où la difficulté aussi, sous ma casquette d'écrivain, de devoir commenter ce que j'écris, ce que je n'ai pas quand je fais de la musique, parce qu'un chanteur, on lui demande de chanter, et on lui demande pas de s'expliquer sur ses chansons, ou alors voilà, très rapidement. Donc ça, c'est vrai que l'exercice auquel je suis soumis là tout de suite est pas toujours évident. Et donc je saurais pas, pour le coup, je saurais pas parler directement de mon style narratif. J'ai au contraire l'impression euh, que la pratique de la chanson et de la musique euh, fait que je tente de dire un maximum de choses avec un minimum de moyens et de mots. Mais ça, c'est quelque chose que je ressens. Euh, Après, j'aime, j'aime prendre euh, le temps de l'instant. Donc, je m'explique. Ce qui m'intéresse, c'est le regard microscopique sur les êtres. D'où aussi euh, peut-être l'affection que j'ai pour les enfants dans les histoires, parce que c'est les enfants ont un regard très euh, très euh, ouais, presque microscopique, c'est-à-dire ils vont s'attarder sur les détails des choses. Et ça, ça me parle. Donc c'est peut-être que pour ça que vous avez ressenti une espèce de lenteur. Mais au final, je crois que le livre avance assez rapidement. Et j'en avais besoin aussi d'avancer rapidement, parce que tout au long de l'écriture, j'avais toujours ce sentiment que je n'arriverais pas au bout. Et donc je suis toujours comme ça en balancier entre l'urgence et la patience. La patience que demande la création et d'écrire, mais aussi l'urgence d'aller au bout, parce que j'ai toujours ce sentiment que je n'y arriverai pas. Parce que ça me coûte émotionnellement, il faut dire ce qui est. Pour écrire sur des personnages comme les personnages de survivants, de rescapés, sur une histoire comme ça, on a besoin de métaboliser toutes les émotions. Et c'est pas. Et donc, métaboliser ça, d'autant plus que j'ai écrit au Rwanda, donc quand je passais des heures à écrire mon texte et que je sortais, eh bien, j'étais encore dans cet environnement-là, donc tout était très pesant. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que si j'ai pu aller au bout, c'est grâce à la force, la vitalité de mes personnages. Je Merci vous beaucoup. remercie. Merci. Nous passons donc à l'avant-dernière question qui vient de l'Université de Léger à Mytilène. Et donc, la question sera posée par Georges Sariouganidis, s'il est présent. Sinon, je pose la question à sa place. Non, apparemment, il est déconnecté. Donc, dans votre livre, vous utilisez le paysage et la nature comme l'herbe jacaranda pour renforcer vos thèmes et, côté chanson, vous avez clôturé votre trilogie botanique. Est-ce que le contact avec la nature joue un rôle important dans votre vie? Merci. Oui, parce que j'ai grandi dans j'ai grandi dans la beauté du monde, j'ai eu cette chance. Et c'est ce que je souhaite à tout être humain, c'est de pouvoir s'émerveiller d'un paysage. C'est quand même
c'est peut-être la seule chose dont on se lasse jamais, c'est la beauté de la nature. Enfin, en tout cas, me concernant, j'aurais du mal d'entendre quelqu'un qui me contredirait là-dessus, mais comment se lasser, je sais pas, d'une forêt, d'une vue sur une mer ou sur un lac ou sur un matin au-dessus des collines du Burundi ou du Rwanda. Et moi, j'ai eu cette chance-là parce que j'avais un père qui s'occupait de parcs nationaux, qui nous emmenait toujours en balade avec ma sœur dans la nature et de côtoyer des gens qui vivaient dans la forêt, qui avaient des modes de vie presque millénaires. Donc d'être vraiment au contact de- du naturel que j'oppose à l'artificiel, à tout ce que après on va créer parfois dans le bien, mais malheureusement souvent dans le pire. Et donc ces émerveillements, j'appelle vraiment ça des émerveillements renouvelés de l'enfance, c'est comme euh, c'est comme un support dans ma vie où je suis amené voilà, à beaucoup voyager et à voir comment on abîme notre planète, comment on la détruit, comment on enlaidit le monde. Euh, et lorsque vous avez connu une forêt ou ou des lieux qui étaient de jolis lieux et qui aujourd'hui sont devenus, par exemple, ça je l'évoque dans Jacaranda, qui sont devenus, je sais pas, des villes nouvelles avec des maisons qui se reproduisent à l'infini, comme dans un jeu de miroir. Euh, eh bien, qu'est-ce qui vous reste si ce n'est le souvenir d'émerveillement que vous pouvez reconstituer, reproduire, réanimer à travers l'écriture et qui permettra peut-être aussi de faire voir à ceux qui n'ont pas ça sous les yeux que, qu'à- que d'autres possibles, que d'autres potentialités euh, sont, sont là sous les mots et que l'on peut, si on n'a pas le paysage face à soi, on peut s'émerveiller de l'imaginer. Voilà. Donc c'est présent, ça restera présent. C'est certainement une façon de lutter pour moi. C'est une façon de lutter contre tout ce que l'on abîme en permanence. Et je compte moi sur les artistes. En tout cas, si voilà, je compte sur les artistes à travers leur œuvre, à travers leur poésie pour continuer de nous enchanter ou de nous réenchanter dans un monde que malheureusement on abîme. Merci. La dernière question, c'est pour l'Université du Pirée et je cède la parole à Maria Koulouriotti. Bonjour à toutes et à tous. En tant que représentante de l'Université du Pirée, on voudrait tout d'abord exprimer notre gratitude à l'Institut français pour leur engagement constant de la promotion de la culture et de la littérature française pour les francophones en Grèce. Et on voudrait aussi également adresser des remerciements à M. Gaël fait pour votre présence ici aujourd'hui. Donc, la question du jury de l'Université du Pirée, c'est pour vous, le jacaranda constitue une métaphore de l'histoire de la mémoire des Rwandaises. Et à l'image de jacaranda, je cite, qui s'élève de toute sa majesté vers son ciel infini, témoin silencieux des vicissitudes du siècle dernier. Fin de la citation. Considérez-vous que l'histoire de Rwanda est encore des leçons à offrir à notre monde d'aujourd'hui?
Et voulez-vous nous dire quelques mots de cette association qui vous tient à cœur, collectif des partis civils pour le Rwanda? Merci en avance. Merci beaucoup. Euh, oui, c'est vrai que la métaphore de l'arbre dont on parlait, c'est cette métaphore et la fragilité, de la beauté, de de l'enracinement dont on parlait. Et donc, oui, c'est un peu un mélange de tout ça. Euh, je, je dois dire aussi que ça correspond, je pense, à un traumatisme personnel. Lorsque je l'évoque très rapidement dans mon premier roman, Petit Pays, Gabriel qui revient dans son quartier d'enfance et puis il dit il y avait un ficus dans le jardin qui a disparu. Euh, c'est une histoire que j'ai gardée, portée en moi pendant longtemps, c'est-à-dire que j'ai grandi euh, dans une maison au Burundi, et puis toute la parcelle était recouverte par un immense ficus elastica. Euh, et c'était, je l'appelle dans ma chanson L'ennui des après-midi sans fin, je l'appelle mon arbre univers. C'était comme si tout l'univers de ma vie tournait autour de cet arbre. Nous jouions toujours autour de l'arbre ou dans l'arbre. Nous étions l'arbre dans les journées de chaleur torride. L'arbre nous apportait la fraîcheur. Donc c'était un lien très, très fort entre l'arbre et moi, entre euh, je dirais même entre l'arbre et les gens qui m'entouraient. Et donc, de revenir des années plus tard, et que voilà, l'arbre avait été coupé. Et, euh, et en même temps, je revenais et beaucoup de gens avaient été tués pendant la guerre, avaient disparu, étaient en exil. Donc il y avait beaucoup de raisons d'être triste, de pleurer. Euh, et, et j'ai voulu parler de la tristesse que j'avais, voilà, à mes amis, de la disparition de l'arbre. Et alors, soit certains se sont moqués de moi, soit tout simplement ils ont trouvé que ma tristesse était indécente. Comment peut-on être triste pour un arbre alors que des gens ont été tués pendant la guerre? Et, euh, et j'ai compris cet argument, et donc j'ai ravalé d'une certaine façon cette tristesse et ces larmes-là pour lier à cet arbre. J'ai fini par trouver ça ridicule. Euh, et donc, j'ai continué dans la vie et étrangement, cette douleur ne passait pas. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle j'avais envie euh, de reparler d'une douleur qui avait pu être la mienne, voilà, des années plus tard, à travers la figure du jacaranda et de ce lien que peut faire euh, que Stella peut avoir avec l'arbre et la façon aussi dont elle finit par décompenser, peut-être pas simplement la perte de l'arbre, mais la perte de plus que ça. La perte d'un passé, la perte d'un rapport à la vie. Donc voilà, le Rwanda est un pays qui a perdu énormément. Et donc c'est ça, il y aurait beaucoup de symbolique derrière, mais je trouvais que la question de la perte, elle était centrale, au-delà du, de la généalogie, de la mémoire, de la protection. C'est aussi la question de la perte, la perte du vivant, en fait. Et donc, on assiste aujourd'hui, alors je ne sais plus comment on dit, il y a un terme que je ne connaissais pas, mais
mais ce sentiment de la perte de la nature, qui est un sentiment que l'on ressent. On peut parler d'éco-anxiété, de voir aussi la planète s'abîmer, des écosystèmes disparaître. Eh bien, un écosystème, on pense à la nature, on peut penser aussi aux êtres humains. Donc il y avait pour moi cette idée-là, que là, encore une fois, je vous disais, c'est toujours difficile de commenter quelque chose. Moi, j'écris avec de l'intuition, donc je n'ai pas théorisé, je vous dis simplement ce que j'ai ressenti par rapport à qu'est-ce qui a fait émerger cette idée de l'arbre central avec la question de la perte. C'est ce sentiment-là. Je viens d'un peuple qui a disparu, mais j'habite une planète dont des écosystèmes disparaissent et disparaissent radicalement, comme un génocide fait disparaître radicalement un peuple. Il y a des écosystèmes qui disparaissent radicalement. Donc c'est comme si ce sentiment de la perte, il continuait d'une façon ou d'une autre. Donc c'est toujours délicat de comparer les choses, mais voilà, moi je manie des intuitions et donc c'est comme ça. Et puis sinon, bah, pour parler du collectif des parties civiles pour le Rwanda, le CPCR, donc c'est une association française qui a pour mission de poursuivre tous les présumés génocidaires rwandais qui vivent sur le sol français, sur le territoire français. Parce qu'au lendemain du génocide, énormément de génocidaires, mais surtout on va dire des hauts cadres, des planificateurs, des politiciens, des hommes d'église sont venus se réfugier en France. Pourquoi en France? Parce que si vous avez un peu suivi l'actualité, Macron en 2021 est allé à Kigali pour faire un discours pour reconnaître la responsabilité de la France dans le génocide à l'encontre des Tutsis au Rwanda. La France sous François Mitterrand, donc le président durant les années qui ont précédé le génocide et pendant le génocide, en fait, Mitterrand et son gouvernement ont soutenu et ont appuyé donc un pouvoir qui a commis un génocide. Et donc, il y avait des amitiés qui font que beaucoup de ces génocidaires sont venus se réfugier en France. Et nous, en tant que citoyens français, ayant des familles au Rwanda ou citoyens franco-rwandais, on trouvait ça insupportable que tous ces gens vivent en liberté autour de nous, en France, qu'ils se refassent, comme on dit, une virginité, comme si c'était des bons citoyens. Et donc, on a utilisé donc on a créé l'association en 2000 et on a utilisé une loi qui s'appelle la loi de compétences universelles. Je ne sais pas si elle existe en Grèce, mais en tout cas, elle existe dans beaucoup de pays. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut poursuivre toute personne euh, qui, euh, qui aurait commis des atteintes de crimes contre l'humanité, même si ces crimes n'ont pas eu lieu sur le sol français. Donc c'est comme ça, je crois que, par exemple, l'Espagne euh, avait pu poursuivre Pinochet. Et donc en France, nous avons utilisé cette loi. On a déposé à peu près une trentaine de plaintes. On a eu une dizaine de procès depuis. Chaque procès s'est terminé par des condamnations pour crimes contre l'humanité, génocide. Euh, tous les procès, à chaque fois, les personnes ont été condamnées. Et donc, on est dans ce travail-là parce que c'est ce que je disais au début de l'entretien, c'est que on considère que ce sera impossible de refaire société si la justice ne passe pas. Voilà. Donc c'est un travail qui prend beaucoup de temps, qui est très lourd, le temps, en plus, on a déposé il y a des plaintes qu'on a déposées il y a plus de 20 ans maintenant, qui, pour lesquelles on n'a toujours pas de procès. Donc la justice est très lente. Donc c'est aussi ce temps qui joue contre les victimes et pour les bourreaux, parce qu'un certain
de bourreaux finissent par mourir et donc ils meurent innocents, vu qu'ils n'ont pas été jugés et condamnés. Donc c'est aussi des souffrances pour les rescapés qui se disent, bon, ben, celui qui a organisé les massacres dans mon village, eh bien, il est mort tranquillement dans un village en France ou dans une ville en France. Et donc voilà. Donc c'est aussi un combat que l'on mène pour les rescapés qui sont au Rwanda. Et c'est pour ça que on se porte partie civile, qu'on appelle ça le collectif des parties civiles, parce qu'on va au Rwanda et donc on recueille la parole des victimes. On porte plainte au nom des victimes qui sont sur place. Merci beaucoup. C'est vraiment difficile de conclure parce que je sais qu'on a tous beaucoup encore de questions à poser. Vous nous avez éclairé sur beaucoup de points. Merci pour cet échange vraiment passionnant. Et pour terminer, j'aimerais citer une phrase tirée de la présentation vidéo de votre roman pour Grasset. Et vous avez dit: mon intention, mon ambition, c'est plutôt de donner des contours à ce que l'âme humaine peut faire de pire, mais surtout comment elle peut se relever et retrouver, malgré les ténèbres qui nous entourent à chaque moment, retrouver la lumière nécessaire pour qu'on apprenne à vivre ensemble. Et je trouve que justement ce message de retrouver la lumière nécessaire pour qu'on apprenne à vivre ensemble, je pense que c'est vraiment un message d'espoir. Et je tenais particulièrement à vous remercier pour ce message parce que je trouve que justement, quand on parle de racines, quand on parle de liens, on a tous besoin d'une lumière quelque part. Et avoir quelqu'un qui sait offrir la lumière, je pense que c'est rare et que c'est très important. Alors, merci vraiment pour vos lumières, cher Gaël. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci Voilà. pour votre invitation. Merci pour vos questions. Je suis très touché. Merci beaucoup. Nous C'est nous qui aussi. vous remercions. Je ne sais pas si d'autres personnes ont quelque chose à rajouter. Il y a des questions du public, Fanny, peut-être, hein? Des gens Je du... n'en vois pas, non. Donc, à ce moment-là, on se quitte et j'aimerais juste Bientôt en Grèce, hein? voilà, qu'on vous attend en Grèce Ah oui. Avec parce que plaisir. Carte on blanche, vous aurez aimerait, une carte blanche à Thessalonique et Athènes, car vous êtes très attendus chez nous. Et ce oui, sera un gros plaisir de vous accueillir pour une lecture musicale et dessinée de Jacaranda. Ah ben, j'en serais ravi. Avec oui, grand oui, plaisir. oui. Dès que vous avez un petit peu de temps dans votre carnet, faites-nous un petit signe et puis nous, on sera là, je pense, pour vous accueillir Oui, dès que vous serez disponible. tout à Allez, fait. merci beaucoup. Merci, C'est nous bonne qui vous continuation à vos remercions. projets. Un Merci. immense merci. Merci à vous. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.